Bonjour, bienvenue à tous qui nous rejoignez pour ce nouveau rendez-vous d'Inside Clubhouse with Lola. Vous le savez, tous les jours je reçois une personnalité atypique, novatrice au parcours de vie hors du commun et inspirant. Aujourd'hui je reçois David Corona, ex-négociateur de crise au GIGN, reconverti dans une autre sorte de négociation, il nous en parlera tout à l'heure. Bonjour David, merci d'avoir accepté de venir passer un peu de temps avec moi ici sur Clubhouse. Merci Lola, c'est un réel plaisir que de partager des expériences passées et de cette nouvelle vie qui arrive pour moi. Alors, Merci beaucoup pour cette invitation. mais de rien, c'est vraiment, moi je suis surexcitée depuis hier à l'idée de te recevoir aujourd'hui. Avant de démarrer, je rappelle que seule la première partie, c'est-à-dire la partie interview, est enregistrée avec l'accord de mon invité. Donc n'hésitez pas, vous qui êtes dans l'audience, à lever la main à la fin de notre entretien pour monter on stage et poser toutes vos questions à David. Alors David, je vais poser le décor. Tu grandis dans les Alpes de Haute-Provence au sein d'une fratrie composée uniquement de garçons et tu as une vraie maman poule. Tu es un petit garçon tout en rondeur et plein de sensibilité, ce qui te vaut des moqueries ou on peut même parler de harcèlement de la part de tes camarades de classe. Le harcèlement à l'école, on le sait, peut avoir des conséquences dramatiques sur les sujets qui en sont victimes. Toi, tu oscilles entre l'envie, le besoin de communiquer avec les autres et la castagne. Alors, quand tu regardes, quand tu poses aujourd'hui ton regard sur ces années-là, tu dirais que l'acharnement de tes copains de classe a forgé ce que tu deviendras plus tard? Ouais, d'une certaine manière, j'ai connecté ce truc-là, ou en tout cas j'ai eu un insight il y a quelques années, parce qu'en fait j'ai choisi comme spécialité antinomique au GIGN, et j'étais le seul à avoir ces deux spécialités l'une à côté de l'autre. J'étais négociateur de crise et j'étais dans la cellule des sports de combat, spécialiste en boxe pied-point. Et en fait, un jour, mon patron me dit, c'est bizarre, en fait, tu es le seul du GIGN à avoir la spécialité de négociation et de sport de combat. En général, ceux qui aiment bien se battre ne sont pas négociateurs, et ceux qui aiment bien négocier n'aiment pas se battre. Et ça m'a fait une espèce de flashback, comme tu le disais, où quand j'étais petit, j'oscillais entre essayer de trouver des solutions pacifiques, et à certains autres moments, ben, employer la violence ou la force parce que ça dépassait les bornes. Donc ouais, je pense que sans que je m'en rende compte, ça a forgé, ou ça a modelé quelque chose chez moi. Et alors, tu ne grandis pas au sein d'une famille de militaires, mais ton grand-père est gendarme, un gendarme à l'ancienne avec son uniforme kaki, son képi. Il te raconte ses années dans la résistance, ses faits d'armes, mais toi, ça t'intéresse pas encore des masses. Ouais, alors il faut replacer le contexte. J'ai 12, 13, 14, 15 ans. Je pense plus à faire du vélo dans la forêt et à m'intéresser aux filles qu'à me plonger dans ces histoires militaires où alors c'est mon grand-père, à l'époque, c'est un peu le gendarme de Saint-Tropez avec Louis de Funès, comme on voit dans les films. Il a sa tenue kaki. Sur ses photos, il a sa bandoulière en cuir et il me raconte ces histoires de criminels, ces histoires de résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et je trouve ça un peu amusant, mais ça ne crée pas du tout une vocation chez moi. Je ne suis pas baigné dans un milieu militaire. Ma mère est mère au foyer, mon père est plombier, artisan, tuyauteur. Donc j'ai pas du tout d'appétence pour ça à la base. Tu grandis pas dans l'idée du héros, quoi. Pas du tout, à Et aucun moment donné. Et puis, bon, bah, tu grandis, et je vais parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais dont tous les autres se souviennent obligatoirement. On est le 24 décembre 1994. Un commando islamiste prend le contrôle du vol AF 89-69 à destination de Paris avec à son bord 241 otages. Les Français suivent le souffle coupé devant leur télévision l'assaut donné par le GIGN. Et toi, tu as une quinzaine d'années, et cet événement vient de changer à jamais le cours de ta vie. Mm. Ouais, alors en fait, pour être vraiment précis, on est le 26 décembre. Et parce que je le redis là parce que je m'en souviens comme si c'était hier. Et en fait, je suis devant la télé et je vois ces espèces de malades habillés tout en noir, monter dans une passerelle, se lancer à l'assaut d'un avion rempli d'otages. Je vois les échanges de coups de feu, chose qu'on pourrait plus voir aujourd'hui, ou que les médias essayent de ne pas relayer. Et je sais pas, il y a quelque chose d'assez cathartique. Je suis subjugué, je suis hypnotisé par cette scène,
Et je suis bloqué devant ma télé, l'écran s'éteint et éteint par ma mère, et je me retourne vers elle, je lui dis: «Je veux rentrer au GIGN». Et là, elle se fout littéralement de ma gueule, il y a pas d'autre mot, et elle me dit: «Non, non, mais tu feras jamais ces conneries-là, tu seras médecin, tu seras avocat, mais tu feras pas une carrière dans les forces spéciales, c'est hors de question». Et donc, le lendemain, je vais à la gendarmerie tout seul, puis je vais à la gendarmerie et je dis au gendarme: «Je veux rentrer au GIGN», le truc de la télé d'hier soir. Et le gars se moque de moi, il me dit: «Bon, bah, écoute, jeune, là, il va falloir, il va falloir passer un bac déjà, donc passe un bac». Donc je m'exécute, je passe un bac G3 pour ceux qui ont la référence, commerce. Je passe mon bac, je retourne à la gendarmerie, 3 ans après. Je dis: «Voilà, j'ai un bac, maintenant je veux toujours aller au GIGN». Et donc, le gars me prend un peu plus au sérieux et me dit: «Bon, bah, OK, bah, tu vas rentrer au GIGN, il y a pas de problème, tu vas faire ton service militaire». Donc j'étais la dernière année à pouvoir faire le service militaire. Et donc je fais mon service militaire, je m'engage un peu plus longtemps, et j'en viens à passer mon concours pour rentrer en école de gendarmerie, et vient le moment où on sort d'école et où il faut faire un choix pour une affectation, et c'est à ce moment-là que je fais le choix de me faire affecter à Versailles, là où se trouve le GIGN Près du Saint originel. Et Graal. c'est ça, je vais essayer de me rapprocher de ces gars que j'ai vus à la télé et sur lesquels je me renseigne de temps en temps. Parce qu'à l'époque, il faut imaginer que bon, moi j'ai un téléphone, un Ola d'Itinéris, on n'a pas d'internet, on n'a pas les smartphones d'aujourd'hui, donc avoir de l'information, c'est quasiment impossible et très opaque. Et je me dis, bon, bah, le meilleur moyen pour moi, c'est d'aller habiter à côté. Je vais les voir s'entraîner, je vais les voir courir, faire de la muscu, nager, et puis je vais m'inspirer de ça, et puis je vais essayer de monter dans le train. C'est comme ça que ça commence. Et on reviendra sur ton déménagement qui m'a fait mourir de rire hier quand tu me l'as raconté. Mais pour en revenir à la prise d'otage, tu m'as dit quelque chose d'assez étonnant, un peu comme celle de la maternelle à Neuilly en 93, le 11 septembre, et puis j'en passe d'autres malheureusement, qui font partie de ces grands moments de télévision et qui ont tous marqué nos mémoires. Tu m'as dit, aujourd'hui, cette retransmission en direct, celle de Marignane, ne serait pas possible. Pourquoi ça? Elle serait pas possible parce que déjà, elle serait pas souhaitable. En 74, il y avait eu la diffusion en direct à Munich pendant les Jeux Olympiques de la prise d'otage de l'équipe israélienne sur place. Ça s'était très mal fini sur le tarmac. Il y a eu la retransmission de cet assaut, et en fait aujourd'hui, ce qui s'est passé, il y a encore eu des couacs en 2015 lors de Charlie Hebdo, où il y a un député qui a communiqué en direct sur les chaînes de télé comme quoi à l'hypercachère, il y avait des otages qui étaient cachés dans la chambre froide en bas, et que visiblement le terroriste ne le savait pas. Et donc en disant ça, il a potentiellement appris aux terroristes qui étaient dans l'hypercachère, dans lequel il y avait potentiellement des écrans de télé, l'existence de ces otages-là. Et depuis cet épisode-là, il y a eu une espèce de consortium ou de consensus effectué avec les médias pour qu'il n'y ait plus jamais aucune retransmission en direct d'assaut, pour ne pas permettre aux gens qui sont en train de perpétrer ces actions-là de pouvoir utiliser ces images à des fins criminelles. Alors là, c'était un député, mais comment on gère les médias dans ces cas-là, dans les cas d'intervention comme ça qui est-ce qui les gère et puis qu'est-ce qui se passe en coulisses? Qu'est-ce qui se joue en coulisses? Ben, on les gère pas, ou on les gère mal. En fait, il y a un vrai problème avec la gestion des médias, et surtout les médias en continu qui ont besoin de faire de l'audimat aujourd'hui. C'est-à-dire que il y a cette liberté de la presse, liberté d'information en France qui est quelque chose qu'on ne peut pas toucher de près ou de loin, qui tout de suite fait monter les débats passionnels. Si ce n'est que, par exemple, je te donne un exemple, lors de la négociation dans l'imprimerie d'Amartya Anguel avec les frères Kouachi, alors qu'on était en train d'organiser les négociations, il y a un journaliste de BFM qui a appelé en direct tous les postes de l'imprimerie, qui a interviewé les frères Kouachi sur leurs revendications, et qui était prêt à le diffuser en direct. On a réussi à en avoir connaissance et à le stopper avant qu'il y ait diffusion, parce que, par exemple, un des leviers pour nous de négociation, c'était de jouer sur la possibilité ou pas pour eux de délivrer un message à la France ou aux médias internationaux. Donc, on s'était fait voler la plus belle occasion de négocier à ce moment-là. Et derrière, il y a eu une grosse réunion avec tous les responsables de médias nationaux pour
arriver à établir des consignes pour éviter que les journalistes appellent en direct les terroristes ou les preneurs d'otages. Et c'est ce qui s'est passé en 2018 lorsque j'ai géré les négociations à Trèbes dans l'attaque du Super U à côté de Carcassonne. On n'a eu aucun journaliste qui est venu s'interposer et polluer la zone de travail. Et c'était le signe que finalement on avait réussi à être entendu. Et aujourd'hui, jusqu'à présent, ça se passe plutôt bien. On revient un petit peu en arrière. Tu te retrouves donc à l'escadron de la gendarmerie mobile, les CRS, à Oui, Versailles. Et là, c'est tu ça. déménages avec ta Punto, c'est ça? Et C'est ça. t'es le premier de ta famille à quitter la région des Alpes de Haute-Provence. Enfin, c'est une C'est ça, aventure, quoi. ouais, j'ai grandi dans un petit bled de 15 000 habitants à Digne-les-Bains, une ville thermale où au mois de décembre à 17 heures, tu vois un petit peu la paille, comme dans les westerns, traverser les rues. Alors quand t'as 15 ans, c'est pas très chouette. Et en même temps, c'est très, très rural. J'ai toute ma famille qui est là depuis 2-3 générations. Personne ne sait, même sans parler d'expatriation, personne n'a quitté le village ou la ville pour partir ailleurs. Et je décide de remplir ma punto de mes affaires, de mettre ce qui reste et qui déborde dans un petit camion de déménagement et je fais 900 kilomètres pour aller m'installer ailleurs. J'ai 21 ans et je me lance dans une vie d'aventure dans un lieu que je connais pas. Je me rappelle me tromper sur la route et débarquer sur la place de l'Étoile à Paris en me demandant si je suis pas dans un film de Star Wars. Alors aujourd'hui, je la retraverse plusieurs fois par semaine en moto, cette place, et je me souviens comment ça a pu être chaotique dans ma tête de provincial de débarquer comme un cheveu sur la C'est soupe presque la Guyane, là. sur ce rond-point. Ouais, c'était de la jungle urbaine. Et voilà, et je m'installe à Versailles et À je commence à t'entraîner jour et m'entraîner nuit, quoi. réellement. Ouais, quasiment, parce qu'en fait, j'ai deux prises de conscience en école de gendarmerie. J'ai une première prise de conscience qui me fait me rendre compte en me confrontant ou en me comparant aux autres que j'ai une vraie capacité physique cardio. Je cours partout, je saute partout. J'avais pas pu voir ça jusque-là, mais je me rends compte que j'ai de vraies aptitudes. Et en même temps, je me rends compte que j'ai des aptitudes au niveau du cœur et des jambes, mais que les bras, les épaules, les pecs, tout ça, ça suit pas. Et que j'ai une vraie faiblesse de ce côté-là. Et je vais commencer à m'entraîner assez dur pour essayer de combler le retard pour arriver à me présenter de manière potable au test hyper exigeant de cette unité d'élite. Et là, tu passes le test. Donc, comme il faut avoir minimum 24 ans pour passer le test, j'attends sagement en m'entraînant jusqu'à 10, 12, 14 heures par semaine. Je me lève plutôt le matin avant d'aller travailler. Des fois, on rentre le soir à 22-23 heures des manifestations sur Paris. Et puis, quand mes camarades vont se coucher, ben, moi, j'enfile une paire de pointes au mois de février. Et puis, je fais des tours de piste sur la glace à la lueur des lampadaires. Je vais y passer mes week-ends, je vais y passer mes vacances. Je vais, même à l'étranger, je vais passer énormément de temps à m'entraîner. Et quand j'ai 24 ans, je vais au test. Et j'arrive sur cette première matinée où ben, les premiers tests, c'était les bras, c'était les pectoraux, c'était la puissance de la ceinture scapulaire. Et en fait, ben, je fais tous les petits tests. Alors, il faut faire une vingtaine de tractions, il faut faire une soixantaine de pompes, il faut faire une centaine d'abdominaux et ensuite monter une corde à bras seul qui fait 7 mètres et à 6 mètres 50, je n'ai plus de bras, j'échoue, mes mains glissent, je retombe. Et l'instructeur me dit, bah, c'est fini pour toi et tu peux rentrer à la maison. Et là, en fait, c'est un énorme échec parce que ça fait des années que je m'entraîne déjà, que j'ai énormément de gens derrière et autour de moi qui croient en moi plus que moi parfois. Et il faut que, parce que je me suis potentiellement bercé d'illusions, que j'ai voulu plus regarder mes points forts que de travailler mes points faibles, il faut que j'arrive à affronter le regard de toutes ces personnes-là, plus ou moins proches, et que j'arrive à, moi, me dire que je viens de passer tout ce temps-là pour ça, 2 heures. Ça a duré 2 heures et je rentre à la maison. Comme quoi, Et la donc, vie tient parfois à peu de choses, enfin, 50 centimètres, quoi. là, c'était le cas, c'était 50 centimètres. Euh, plus tard dans ma vie d'opérationnel, il y a des vies qui se sont jouées à bien moins de centimètres que ça, mais là, en tout cas, ces 50 centimètres, ils me coûtent très cher,
il me pèse en termes d'humiliation, de regard de l'autre, de remise en question, et ça vient vraiment tester ma résilience pour la vraie première fois de ma vie, quoi. C'est 4 ans qui s'écoulent. Tu t'occupes notamment de la protection de l'ambassadeur de France en Algérie. Et puis tu te représentes au test C'est ça. avec une blessure à la jambe. C'est ça. En fait, je me dis que ça va bien de ne pas vouloir regarder en face les choses à travailler. Et je me mets à mettre énormément d'énergie à travailler justement le haut de mon corps. Et en quelques années, je prends entre 8 et 10 kilos de muscles au bon endroit et je rééquilibre un petit peu mes aptitudes. Alors, je cours quasiment toujours aussi bien, mais en tout cas, j'arrive à tracter mon corps puissamment et à sauter partout et à faire tout ce qu'il faut. Si ce n'est qu'à force de s'entraîner et à force de vouloir être tout le temps plus au top, 2 semaines avant les tests, parce que j'ai 10 kilos en plus et que je tire sur la machine, je me déchire le mollet sur une énième séance d'entraînement et à 2 semaines des tests, j'ai le choix entre tout remettre en question, tout mettre sous le tapis ou alors serrer les dents, me sangler la jambe jusqu'à ce qu'il y ait quasiment plus de sang qui arrive au pied et me présenter au test. Et c'est le choix que je fais. Je me dis là, de toute façon, si ça doit casser, ça cassera, je vais aller jusqu'au bout. Et je me présente sur cette semaine de test et ça passe. Et, euh, Contre toute et attente. l'épreuve de la alors, contre toute attente, j'espérais que non, puisque j'avais travaillé pour ça. Mais finalement, je me retrouve en difficulté sur des épreuves où j'étais censé tenir la dragée haute à tout le monde, c'est-à-dire la course à pied, là où il faut utiliser ses jambes. Mais finalement, bon an, mal an, je finis cette semaine. Alors, une semaine de test au GIGN, Oui, explique parce que c'est de les, la les gens course ne à savent pied. peut-être pas. Ouais, alors pour ceux ou celles qui n'ont jamais regardé de reportage, il y a des épreuves un peu atypiques. Bon, déjà, il faut arriver en piscine à faire 50 mètres d'apnée. Ce qui est quand même une grosse apnée pour quelqu'un qui n'est pas forcément apnéiste ou nageur. Ensuite, il y a une épreuve qui consiste à faire 50 mètres dans l'eau avec les pieds attachés et les mains attachées dans le dos. Donc on vous jette d'un plot, vous êtes suivi par des plongeurs et il faut se débrouiller pour arriver à, bon an, mal an, arriver de l'autre côté du bassin. Après, il y a des épreuves de course à pied où vous êtes chargé à 10 kilos et il faut courir pendant 1 heure dans un certain temps. Vous allez avoir des pistes d'audace où on va vous mettre en hauteur avec des petits filins et il va falloir jouer avec la peur du vide, l'équilibre. Vous allez avoir des jeux de claustrophobie aussi. On va vous demander de passer votre corps dans des tubes larges de 30 centimètres où il va falloir vraiment rentrer les épaules pour arriver à traverser. On va vous capturer en pleine nuit, on va vous interroger, on va vous mettre face à d'autres stagiaires dans un test qui s'appelle le test d'agressivité où le but est de faire tomber l'autre, de mettre l'autre KO et de montrer des aptitudes d'agressivité en se relevant si jamais on n'a pas le dessus. Et cette semaine de test, elle se termine par des entretiens où on essaye de vous briser mentalement pour vous dissuader de rentrer dans cette unité. Et à l'issue de cette semaine de test, où il y a environ 150 personnes qui se présentent chaque année, ils en retiennent une cinquantaine pour faire la suite, c'est-à-dire les 2 mois de sélection. Ouais, donc c'est pas encore l'enfer d'ailleurs, puisque une fois que tu obtiens le Saint Graal, tu as encore 2 mois et demi, et là c'est quand même le véritable enfer, où on repousse les limites à l'extrême. En fait, avec le recul, c'était presque la promenade de santé cette semaine de test, dans la mesure où le but était de tester la performance physique dans le confort de tous les stagiaires, de tous les gens qui se présentaient, pour voir s'ils avaient physiquement les prérequis pour encaisser la charge physique de ce qui allait suivre. La deuxième étape est différente en fait. Durant les 2 mois, 2 mois et demi de sélection, le but va être de dégraisser les effectifs de 50 jusqu'à 10, parce qu'il n'y en a que 10 ou 12 qui vont être brevetés à la fin de ces 2 mois et demi, 3 mois. Et toutes les semaines, il y a des gens qui partent parce qu'ils sont brisés physiquement ou brisés mentalement. Et le but de cette séquence-là, c'est de mettre tous les potentiels physiques à zéro, d'amener tout le monde au ras des pâquerettes, de sorte qu'à un moment donné, ce qui va intéresser les recruteurs, c'est de voir ce qui se passe dans la tête des gens et comment est-ce que leur mental arrive à les porter, arrive à les faire se dépasser, arrive à les faire réfléchir dans la fatigue, arrive à les faire prendre des décisions dans des situations complexes. Et ça prend 3 semaines parce que on commence à nous faire dormir dehors. Alors il y a un moment qui m'a particulièrement marqué, c'était la première semaine.
On nous fait dormir dans des lits, dans des sacs de couchage. C'est plutôt confortable. Et à 3 heures du matin, on est réveillé par des grenades explosives dans les couloirs. On nous fait sortir, donc on se retrouve, on est une cinquantaine dehors, en pleine nuit. On est au mois de février, il fait à peu près 2-3 degrés. On est pieds nus, en slip ou en caleçon et torse nu. On tremblote et il y a l'instructeur qui marche les mains dans le dos, comme Clint Eastwood dans Le Maître de guerre, et qui nous regarde et qui nous dit: il fait nuit, il fait froid, et vous ne savez pas. Il repasse et il nous répète: il fait nuit, il fait froid, et vous ne savez pas. Si vous êtes prêt à vivre avec cette incertitude pour les 15 prochaines années, alors vous pouvez remonter vous coucher. Dans le cas contraire, vous pouvez prendre votre sac et quitter ce stage, vous n'êtes pas fait pour cette unité. Et ça a commencé à partir de ce moment-là, c'est-à-dire qu'on a commencé à nous faire dormir dehors dans ce qu'ils appellent joyeusement le Georges V. Alors le Georges V, c'est un bâtiment désaffecté où on dort sur des tatamis remplis d'acariens, sans fenêtre, sans eau, aux quatre vents, avec un toit qui fuit. Et on va commencer à ne plus pouvoir utiliser les escaliers. On va devoir, ils vont installer des cordes à l'extérieur et on aura des temps restreints pour monter et descendre jusqu'au deuxième étage par l'extérieur. On va nous plonger dans l'eau des heures durant. Je me souviens avoir passé une nuit complète de 8 heures dans un cours d'eau qui était à 5 ou 6 degrés avec de l'eau jusqu'au cou et de la vase jusqu'au-dessus du genou. Et mettre 8 heures pour faire 400 mètres avec un sac à dos et une arme à la main. Je me souviens d'avoir été capturé, torturé, interrogé. Je me souviens d'avoir fait des épreuves absurdes, avoir été mis dans l'échec par une pédagogie dans l'échec. Et tout ça, avec le recul, n'avait pour but que de faire une sélection par le mental, par les aptitudes psychiques, avec des gens qui, bien sûr, avaient un potentiel physique suffisant pour endurer les années qui allaient suivre avec le parachutisme, le port de charge avec le poids des casques et de l'équipement, quoi. Qu'est-ce qui fait tenir à ce moment-là, dans ces épreuves d'une violence inouïe? Alors j'ai deux réponses. La première, c'est un Kit Kat Chunky, toujours dans la poche, sans vouloir faire de pub. Ouais, en fait, il y a deux choses. Il y a le fait de poursuivre un objectif qui est plus grand que ce qui est en train de se passer. Il y a le fait d'être porté par un rêve, par une envie quasiment pulsionnelle. Et puis, il y a la cohésion du groupe. Il y a des belles histoires. Je me souviens de choses qui se sont passées dans des moments de réelle détresse où on vient connecter les humanités, où on se rend compte de certains adages de tout seul on va plus vite, ensemble on va plus fort. C'est un adage que j'ai vécu dans mes tripes. Je me suis retrouvé une fois à ne pas dormir pendant 5 jours et 5 nuits sur un stage commando qui était un petit peu aménagé à la carte pour les forces spéciales. Je m'endors à gauche de la route en tenant le sac à dos de mon camarade devant, et je me réveille à droite de la route, 300 mètres plus loin, et mon cerveau m'a volé une minute, 2 minutes de sommeil. On fait des pauses et je m'endors par terre comme un caillou, je me relève quand ça part. On se rend compte qu'avec l'aide des gens, en étant porté par le groupe, on arrive à faire des choses qui sont incommensurables, ou en tout cas, j'ai découvert durant ces épreuves-là que ma tête était capable de me faire des choses que mon corps pensait impossibles. Et c'est un petit peu l'alliage de tout ça qui fait que ça avance. Et puis des fois, c'est de la chance. Des fois, il fait froid et puis il y a un rayon de soleil qui vient vous chauffer la nuque. Des fois, vous avez envie de partir et puis vous avez un regard ou un mot qui vient vous récupérer au dernier moment. Et c'est une somme de petites choses comme ça qui font que bah, ces gendarmes-là arrivent jusqu'au bout de ces épreuves-là. C'est incroyable. Et donc, tu as le sésame en main, tu vis le rêve de tous les petits garçons de la planète, j'imagine. Tu apprends à conduire des trains, piloter des hélicoptères, tu manies des armes de pointe. Oui, alors en fait, alors petite précision, on conduit pas les trains, les hélicoptères, mais on monte dedans. Par exemple, on va faire de l'hélicoptère, c'est-à-dire qu'on va utiliser les hélicoptères avec des pilotes à l'intérieur, mais on va s'en servir pour sauter en parachute, on va s'en servir pour faire du rappel de jour, de nuit, se faire larguer sur un bateau, arriver sur le toit d'une usine, d'une maison ou d'un ferry. On va faire de l'investigation, on va apprendre
à intervenir dans des avions, dans des trains, dans des métros, dans des ferries. Je vais apprendre à piloter des voitures à grande vitesse, je vais apprendre à piloter des motos, je vais être tireur d'élite parce que tous les gendarmes du GIGN sont tireurs d'élite. Je vais avoir 7 ou 8 armes en permanence à entretenir. Et en fait, mon quotidien, c'est ce que je te disais, un gendarme que tu vois au bord de la route avec son képi qui t'arrête tous les jours et il tire à peu près 50-75 cartouches de pistolet par an pour maintenir et entretenir son niveau de tir. Un gendarme du GIGN, il en tire entre 500 et 1000 tous les matins. Ce qui fait que le niveau n'est pas le même, mais c'est nécessaire. Mais que le chiffre effarant, c'est que les 250 opérationnels du GIGN, toutes forces confondues, la protection, l'observation, recherche et l'intervention, tirent 90% de toute la dotation en munitions de la gendarmerie nationale. Ça veut dire qu'il y a 250 hommes et femmes qui tirent 90% de 100 000 personnes en France. C'est ça qui fait que le niveau de tir est excellent aussi. Je fais une petite parenthèse, il y a le GIGN et le GIPN. L'un dépend de la Oui. gendarmerie, l'autre de la police. Au-delà de ces différences, vous faites quand même la même chose? Alors en fait, l'équivalent du GIGN dans la police, ça s'appelle le RAID, c'est l'unité antiterroriste. Et en fait, le GIPN, c'est une unité intermédiaire de police qui est répartie un peu partout sur le territoire national. D'accord. Et alors, je ne sais pas si je peux te poser la question, mais je vais essayer de te la poser. Tu as déjà tué lors de tes missions? Non, Non? non, ça a failli. J'ai failli 2 ou 3 fois passer moi-même à la trappe lors de missions, mais soit par chance, soit par bon déroulé de la chronologie de l'intervention, soit par technicité. J'ai traversé ma carrière sans encombre, sans blessure par balle et sans enlever la vie à qui que ce soit. Et il existe une cellule de psy au sein du GIGN pour aider, pour vous accompagner? Pas du tout. Ah oui? Pas du tout. On discute entre nous, on fait un débriefing à chaud, on fait un débriefing à froid quelques semaines plus tard. On a un médecin psychiatre avec qui on travaille à la négociation et qui, dans certains cas extrêmes, vient un petit peu prendre la température, créer des discussions, mais il n'y a pas de cellule psychologique mise en place au GIGN pour aider et épauler les hommes et les femmes qui sont dans cette unité pour traverser certaines épreuves difficiles. Donc au GIGN, c'est tout ce qu'on imagine, tout ce qu'on a pu voir dans les médias, dans les films. Tu vas dans des pays en guerre, tu gères des trafiquants de drogue, mais tu te rends compte quand même qu'il te manque quelque chose et tu te spécialises dans la négociation. Pourquoi? Oui, c'est ça en fait. J'avais déjà une appétence ou une attirance vers la négociation avant de rentrer au GIGN. Je trouvais que c'était une des spécialités qui était assez attirante. Et en fait, dans les premiers mois de mon activité, alors je fais plein de trucs chouettes, hein. Faut imaginer une semaine d'entraînement, par exemple. Le lundi, on peut faire de la filature ou du pilotage voiture. Le mardi, je vais faire de l'hélicoptère de nuit. Le mercredi, je vais sauter en parachute. Le jeudi, je fais du tir avec tous mes fusils. Le vendredi, si j'ai une spécialité, je vais boxer pour les sports de combat et ainsi de suite. C'est vraiment une semaine de petit garçon idéal, un rêve de gamin. Tout se passe bien. On fait des prises d'otages, des enlèvements, des extorsions de fonds. On arrête des trafiquants d'armes, des trafiquants de drogue. C'est hyper grisant, hyper stimulant. Et en même temps, il y a plein de fois où ça bip à 2 heures du matin. Je saute dans mon pantalon, sur mon vélo. J'arrive au briefing, je monte dans ma voiture qui est déjà chargée, je traverse la France à 250 km/h, je me mets derrière mon fusil. Je sais pas, je sais ce qui se passe ou je sais pas trop ce qui se passe. Ça se termine, je remonte dans ma voiture, je repars dans l'autre sens et puis je reprends ma semaine. Et j'ai pas eu trop conscience, j'ai pas compris tout ce qui s'était joué dans les leviers relationnels dans la situation. Et ça me frustre un peu et je vais voir la cellule de négociation. Je demande à être volontaire pour être négociateur. Et en fait, il y a plusieurs spécificités au GIGN. Donc, il y a les sports de combat, il y a le tir très longue distance, il y a l'ouverture fine, les gens qui crochettent les serrures, il y a l'effraction chaude, les gens qui font sauter des portes, et il y a la négociation. La négociation, c'est la seule spécificité qu'un patron ne peut pas demander à son opérationnel ou à son N-1 de prendre, au même titre que toutes les autres qui sont juste techniques, parce qu'il y a une notion d'engagement mental et d'appétence pour les soft skills qui sont nécessaires, et c'est juste sur acte de volontariat. Donc je me forme à la négociation et rapidement je me rends compte de tout ce que j'avais manqué jusque-là, c'est-à-dire que
À minuit, j'ai un coup de téléphone de la hotline de la négociation. Alors, il faut savoir qu'en France, il y a 350 négociatrices et négociateurs régionaux de la gendarmerie qui sont répartis sur le territoire national. Alors, ils sont gendarmes le reste du temps et puis ils ont cette petite spécialité de négociation pour gérer des crises intrafamiliales. Et quand ça déborde et que ça part en prise d'otage ou en forcené ou en grosse crise suicidaire, ils appellent le GIGN. Et donc, en fait, cette espèce de task force nationale qui est recrutée et formée par le GIGN appelle toute la journée, toute la nuit, 24/7. Et donc, quand c'est à mon tour de prendre le téléphone, bah, je prends compte la situation, je commence à mentorer un peu la personne qui est sur place, et puis je comprends ce qui se passe, ce qui se joue. Je vois la situation monter en puissance. J'ai un rôle d'évaluation et de conseil auprès de mon commandement. J'appelle mon chef en direct, je lui dis là, je pense que c'est de notre ressort, il faudrait qu'on se déplace. On se rassemble à l'unité, je briefe mes coéquipiers dont je faisais partie avant, que je vois arriver avec les yeux encore tout fermés et qui comprennent pas trop ce qui se passe. Tout durant le déplacement, je continue à gérer la stratégie et les actions de la négociation sur place. J'arrive sur place, s'il y a une place à la négociation, je négocie et parfois j'arriverai la plupart du temps à faire sortir les gens ou à faire cesser la situation en sauvant un maximum de vies. Et puis des fois, quand ça ne sera pas possible, je rentrerai dans les colonnes d'assaut et puis je continuerai à négocier alors que je suis avec mon arme dans la colonne d'assaut. Et je rentre et j'ai le sentiment d'avoir vécu la situation de bout en bout, d'avoir maîtrisé ou avoir pu influencer dans le bon sens tout ce qui s'était passé. Et là, je me rends compte de la puissance de cette spécialité qui finalement, dont l'arme est le mot, et à la différence du mot est censé, enfin, le mot qui, à différence de l'arme, est censé sauver et non tuer, et c'est très grisant, beaucoup plus grisant que la vie que je viens de vivre pendant quelques mois, quelques années. Et pourtant, les négociateurs sont plutôt mal perçus. C'est un peu comme les footballeurs et le gardien de but. En fait, Mm. t'es pas un vrai parce que t'es pas vraiment sur le terrain, quoi. C'est ça, en fait, c'est plutôt une vision d'empêcheur d'intervenir en rond. C'est-à-dire que le GIGN est la seule unité au monde où les négociateurs sont issus de l'opérationnalité de l'intervention. C'est-à-dire que dans toutes les autres unités au monde, vous avez les opérationnels et la négociation qui sont des gens qui sont là juste pour négocier et qui viennent se pluguer sur les missions. Le GIGN forme des opérationnels et ensuite, parmi les opérationnels, sont formés les négociateurs qui ont donc la connaissance et la capacité de gérer tout le cursus de l'intervention. Malgré tout, quand le négociateur en vient à arriver à ses fins, ben c'est une fin de non-recevoir pour tous ceux qui avaient envie d'intervenir, de rentrer avec leurs armes, d'arrêter des gens, de potentiellement aller à un affrontement physique et faire tout ce pourquoi ils étaient rentrés dans cette unité. Donc il y a toujours une petite guéguerre, un petit challenge permanent entre les négociateurs qui sont opérationnels et les opérationnels qui ne sont pas négociateurs, où on se fait un petit peu bousculer, taquiner, on se fait dire qu'on est des gens un peu précieux qui discutent avec les préfets et les procureurs à l'abri sous un parapluie pendant que les autres sont en train d'attendre des heures derrière un fusil. Et ce jeu-là, je l'accepte assez facilement. Je trouve ça assez taquin et je sais que lorsque la situation se tend et monte, qui que ce soit, opérationnel et commandement ainsi qu'autorité civile, j'ai été sur des missions avec, en présence de certains ministres. Je les vois encore se retourner vers les négociateurs en leur demandant, enfin, en leur demandant de trouver une solution parce que ce serait bien de ne pas passer au journal de 20 heures sur cette action-là. Donc j'accepte ce truc-là comme un jeu d'enfant. Et ça ne t'est jamais arrivé d'être nostalgique après, de ne plus être au plus près de l'action? Alors, c'était ça l'ambivalence de la négociation, c'est que malgré tout, j'arrivais à rester au cœur de l'action. C'est-à-dire que soit effectivement, le cœur de l'action était la négociation, parce qu'il n'y avait aucune possibilité d'action par la force. Et donc, quand j'en arrivais à faire sortir la personne, j'avais été finalement au cœur de l'action. Et quand j'estimais ou que dans mon expertise, dans mon audit, j'expliquais à mon chef que là, il n'y avait plus de négociation possible ou qu'il allait falloir passer par la force, à ce moment-là, la plupart du temps, j'intégrais la colonne d'assaut pour pouvoir laisser une dernière chance à la personne quand il y avait investigation dans sa maison, dans son bâtiment. Si jamais il y avait un dernier retranchement ultime dans une pièce, ça laissait la chance à la personne de pouvoir négocier. À ce moment-là, j'étais là pour lui laisser une dernière main tendue avant que ce soit la réelle intervention par la force. Donc j'ai toujours finalement
été au cœur de l'action, quoi qu'il arrive. Et puis on se souvient tous de la prise d'otage de Damartin Ngouel dont tu parlais tout à l'heure en janvier 2015 et des frères Kouachi. Est-ce qu'on peut négocier même avec des terroristes? Mm. Ça a été un de mes chevals de bataille sur ces dernières années. C'est-à-dire que Damartin, ça s'est fini dans la violence et dans la mort. Et on a réussi tout de même, ce qui était l'enjeu primordial, à sauver l'otage qui était caché sous le lavabo dans l'imprimerie. En gardant un lien avec lui, en échangeant des messages discrètement, on a réussi à faire en sorte qu'il sorte sain et sauf. Et puis le constat du ministre de l'époque qui vient nous visiter à l'unité le lendemain, c'est bon, si j'ai bien compris, on ne peut pas discuter avec ces gens-là, les terroristes, et puis finalement, le seul moyen, c'est de les abattre, quoi. Et à ce moment-là, contre l'avis de mon commandement, je prends mon courage à deux mains et je fais face au ministre et je lui dis, les gens qui vous diront qu'on ne peut pas discuter avec ces gens-là et qu'il faut les abattre par facilité ou par manque de solution, ne sont pas en capacité de vraiment vous aiguiller ou vous conseiller là-dessus. Ce que moi je retiens de ce qui vient de se passer, c'est que potentiellement, mais l'opportunité nous a été volée par un journaliste de BFM, c'est qu'on peut discuter avec ces gens-là qui sont radicalisés, que je ne cautionne pas dans leurs actes, qui perpétuent des actes criminels ignobles, et je pense à toutes les familles qui ont été victimes de ces attentats-là. Malgré tout, il faut arriver à potentiellement rentrer en communication avec eux parce que, quel que soit leur degré de radicalisation ou leur psychopathologie, quand il y en a, ils ont eu une enfance, ils ont eu une famille, et il y a forcément des croyances qui ne sont pas les bonnes, il y a forcément des valeurs, des leviers qu'on va pouvoir agiter, même si là, aujourd'hui, vous avez envie de vous dire que c'est plus facile de ne pas tenter ce truc-là qui est difficile. Oui, en effet. Est-ce que ça peut arriver qu'on ait de la sympathie pour un forcené, qu'on se dise merde, lui, je voudrais qu'il s'en sorte, le pauvre? Alors de la sympathie, ça m'est jamais arrivé. De l'empathie systématiquement, parce que c'était le prérequis pour arriver à créer une qualité de relation ou un lien suffisamment qualitatif pour en arriver à faire sortir cette personne qui était retranchée dans sa tête, retranchée dans ses croyances, retranchée dans la violence de ses actes. Mais j'ai jamais eu de sympathie pour quelqu'un qui avait tué sa fille, tué sa femme, ou tiré sur un pompier ou un gendarme à l'extérieur. J'ai pu comprendre, j'ai pu décortiquer le process mental qui a pu le faire arriver jusque-là. Mais j'ai jamais eu de sympathie par respect, ne serait-ce que pour les gens qui avaient été victimes de leurs actes. Et pour clôturer un peu la partie GIGN, j'ai encore deux petites questions. Quel a été, selon toi, ton plus gros échec? Ça fait suite un peu à ce que j'ai dit là. Alors, la peur de l'échec, c'est même pas une question en fait au GIGN. On s'entraîne tout ce qu'on peut, que ce soit physiquement, mentalement, techniquement. On fait de la recherche et développement pour développer un tas de techniques dans tous les domaines. Et en plus, on est biberonné à la pédagogie de l'échec pendant les mois que je vous ai raconté tout à l'heure, où en fait, les instructeurs nous placent dans des situations qui sont impossibles à réaliser ou impossibles à réussir, pour cultiver non pas une potentielle résilience, mais pour faire intégrer dans le mindset que quoi qu'il arrive, quelle que soit la taille de l'échec, à un moment donné, il faut continuer d'avancer vers l'objectif, et on ne peut pas, ne serait-ce qu'une demi-seconde ou une seconde, regarder son propre nombril pour se demander ce qui se passe émotionnellement. Donc l'échec, c'est pas vraiment une question, mais si je devais parler d'un échec aujourd'hui, suite à Charlie Hebdo en 2015, je me suis pas mal questionné sur le process, sur le mindset pour gérer les terroristes, gérer les attaques multiples. J'ai fait des workshops, je suis allé à l'étranger, notamment au Royaume-Uni, et j'ai fini par rapporter quelque chose à l'unité, une nouvelle technique qui allait pouvoir nous faire passer un cap en 2018, avec cette idée qu'on peut discuter avec ces gens-là. Pas forcément les faire rentrer dans la raison, mais au moins potentiellement les faire se rendre ou les faire cesser leurs activités criminelles. Et en 2018, ma trêve arrive. Une fois de plus, j'ai la chance, parce que je considère que c'est une chance, d'être aux commandes de la négociation. Donc j'ai mes équipes de négociateurs, et je suis coordinateur à ce moment-là à la cellule nationale de négociation, et je manage la stratégie de négociation.
Et on réussit à parler au terroriste. Et on réussit à parler longuement avec lui en échange. Et j'entrevois cette lumière au bout du tunnel qui me faisait me dire déjà en 2015, alors que tout le monde se dit qu'il n'y a pas de solution, je vois qu'il y en a. J'entends qu'il y en a, je ressens qu'il y en a. Il y a des possibilités. Personne au monde encore n'a réussi à faire se rendre un terroriste radicalisé en pleine crise criminelle. Et je sens que c'est possible, je sens que c'est à notre portée. Et finalement, l'avenir en fera autrement. Il y a un incident qui se passe à l'intérieur du Super U qui fait que l'otage, qui est le colonel Beltrame à ce moment-là, de par son action ou de par l'action du terroriste, à un moment donné, il y a un affrontement, ils se sautent l'un dessus l'autre, il y a une échauffourée, et puis ils finissent par s'entretuer le temps qu'on intervienne, que les équipes interviennent sur place. Ils s'entretuent, et le colonel Bertram est gravement touché et perdra la vie à l'hôpital. Et mon seul regret, effectivement, aujourd'hui, c'est de peut-être ne pas avoir réussi à faire en sorte que le militaire qui était à l'intérieur de cette pièce puisse potentiellement ne pas avoir une action qui mette sa vie en danger, et qui aurait pu peut-être faire qu'on fasse sortir pour la première fois au monde un terroriste radicalisé en phase d'attaque. Ce qui aurait, au-delà de ça, alors c'est pas une question d'ego personnel, mais c'est plutôt arriver à faire entendre aux autorités et à faire entendre aux autres potentiels terroristes en devenir que c'est déjà arrivé, que on peut faire machine arrière, qu'on peut en venir à se rendre. Et pour moi, ça, c'était un vrai message d'espoir pour la négociation et pour la gestion des attaques terroristes en France et au niveau mondial. Donc mon seul regret, là, aujourd'hui, ce serait celui-là, qui est un échec, mais un échec, c'est pas une finalité. Il y avait une room là-dessus hier soir, c'était intéressant. Mais bon, je ne suis plus dans cette unité, donc ce n'est plus de mon ressort que de continuer à porter ce projet-là. Et vous avez des contacts avec les victimes après l'émission ou jamais? Alors, on nous demande de ne pas le faire. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir, a posteriori, un contact avec une victime. Mais c'est pas préconisé. C'est pour ne pas vous déstabiliser? Qu'il n'y ait pas trop d'empathie, trop Ouais, de bien sûr. liens? Ouais, alors déjà, la première des choses, c'est que quand tu es au GIGN, ton anonymat est protégé par un décret ministériel. C'est d'ailleurs pour ça que pendant 12 ans, j'ai pas eu de réseau social, j'existais pas en fait, j'étais sous les radars, j'avais une cagoule sur la tête à chaque intervention, et donc c'est pas préconisé de donner son identité, de se révéler à une personne dans le civil qui pourrait potentiellement divulguer cette identité plus largement. Donc il y a déjà cette première chose-là. Et puis il y a un aspect légal aussi de gestion de victimes a posteriori, et la gendarmerie n'a pas envie de mettre le doigt là-dedans, et je le comprends. Et donc là, on va parler de ta reconversion à présent. Au cours de tes interventions, tu utilisais l'hypnose thérapeutique. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Oui, alors dans le cadre de certaines de mes appétences ou de recherches, je me suis intéressé à des leviers qui pouvaient créer de l'influence, créer de l'influence sur les prises de décision, des changements de comportement, des changements d'état émotionnel. Je me suis rapidement rapproché de l'hypnose ericksonienne, qui était un courant d'hypnose qui permettait de jouer avec les états de conscience et de faire de manière conversationnelle ou classique, d'arriver à faire changer des positionnements ou prendre des décisions qui n'étaient pas gagnées d'avance. Et en fait, durant, alors ça fonctionne bien. Du coup, je me retrouve notamment une fois, une des premières prises d'otages que j'ai fait en prison, ça a duré 4 heures, 4 heures en face à face avec un preneur d'otages qui faisait peser sa lame sur la carotide d'une surveillante, et pour laquelle le temps a été très très long. Et avec l'utilisation de certains outils, et notamment l'hypnose, je me retrouve 3 ou 4 ans après à mener le même type de prise d'otage, mais en utilisant les leviers transformés pour l'intervention ou la négociation. Je me retrouve à transformer cette prise d'otage qui durait 4 heures en une quarantaine de minutes. Donc j'ai vraiment le feedback du terrain que c'est réellement efficace et que ça fonctionne. Alors c'est pas de l'hypnose à la Mesmer comme on peut s'imaginer, vos paupières sont lourdes, vous allez faire la poule et tout ça, ça marche pas trop face à quelqu'un qui a un couteau ou une arme à la main, mais il y a bien d'autres procédés, d'autres protocoles qui permettent de doucement influencer la décision et le comportement. Mais du coup,
durant ces formations, je rencontre une personne qui est un de mes formateurs et qui a une société qui s'appelle Mental Sport. Et la société Mental Sport, elle fait de la préparation mentale pour les sportifs de haut niveau. Et puis pour les sportifs qui sont amateurs ou qui ont besoin de préparation mentale pour différentes choses. Et à l'époque, je suis gendarme, donc je suis anonyme et le gars me dit: «Est-ce que ça t'intéresse? Parce que ton profil est assez atypique, tu t'intéresses à des outils comme cela, mais en même temps, tu as cette culture du dépassement physique, du dépassement mental et puis tu as cette appétence psychologique avec la négociation. Donc on cherche quelqu'un comme toi qui pourrait prendre les sportifs en région parisienne». C'est là que tu rencontres là, un champion de saut d'obstacles C'est ça. qui te fait Et en sauter le fait, pas. comme je commence à réfléchir à ma reconversion, je dis banco, on verra bien. Si ça me botte, ce serait peut-être une idée de reconversion. Et en janvier 2015, j'ai un gars qui s'appelle Philippe Rosier, qui fait du saut d'obstacle en équitation, qui m'appelle et qui me dit, voilà, j'ai fait 3 Jeux olympiques, mon père est champion olympique, moi j'ai jamais gagné. Et là, je suis 200e mondial, j'aimerais bien aller aux Jeux olympiques à Rio et gagner, quoi. Et donc je dis banco, on travaille d'arrache-pied. Ça marche bien, il commence à gagner, les gens du circuit ne le reconnaissent plus. Ils lui demandent: «Mais qu'est-ce que tu as mangé en fait, Ça fait 20 ans qu'on te voit sauter». Il se passe un truc, il commence à parler de moi, je commence à avoir, alors je connais rien à ce milieu-là et à l'époque, je commence à être contacté par des gens qui sont, de très haut niveau. J'ai l'entraîneur de l'équipe du Brésil, je me retrouve avec, l'équipe d'Irlande, je me retrouve avec, des gens qui sont dans le top 20, mondial. Et ouais, c'est les Zidane, les Deschamps, les Mbappé du foot, mais rapportés à l'équitation. Et moi, je fais un truc assez instinctif, assez naturel, et ça a l'air de marcher pour eux. Et il y a un tournant quand, en juillet 2015, je suis au jumping de la Tour Eiffel, qui est une compétition sur le Champ de Mars. Et donc, c'est Longines qui organise ça. Le dimanche, il y a un Grand Prix qui est à 1,60 m de hauteur. Donc, c'est des chevaux qui font 600-700 kg qui se projettent à 1,70 m de hauteur sur un parcours de 12 obstacles. Et sur le podium, les 3 premiers sont les 3 personnes que je coach. Et là, je vois cette image et avec ma femme, on se dit: «Mais là, il y a quelque chose qui est en train de se passer, il y a quelque chose qui est en train de bouger». Et à partir de ce moment-là, c'est devenu un peu dingue, c'est-à-dire que j'ai été contacté par des tas de sportifs de tous horizons parce que les réseaux se connectent à ce niveau-là. Et je me retrouve à Rio en 2016 avec Philippe et je le vois monter sur le podium et il fait une médaille d'or. Et à ce moment-là, le président de Mental Sport de l'époque, qui avait monté cette boîte comme un rêve d'enfant, jette l'éponge et dit: ben voilà, en fait, c'était mon projet à moi, c'est toi qui le fais tourner, repose sur ton image, donc je jette l'éponge et j'abandonne ça. Ouais, tu te lances dans la préparation mentale, mais surtout, tu mets au point un système révolutionnaire. C'est un masque d'hypnose nomade qui permet une expérience immersive. Explique-nous parce que je trouve ça juste incroyable. C'est ça. Et en fait, à l'époque, un des associés de Mental Sport, Guillaume, était déjà associé avec Kevin. On est 3 associés dans cette société. Il y a un technicien, un hypnothérapeute, un préparateur mental et moi. Ils sont déjà associés, ils ont déjà un masque qui s'appelle Hypnose, qui est un masque d'auto-hypnose qui gère le sommeil, le bien-être, qui gère la douleur, qui gère la relaxation, qui permet des expériences immersives. Et Guillaume, voyant que Mental Sport tombe à l'eau, me dit: est-ce qu'on reprendrait pas Mental Sport et on ferait pas de la préparation mentale tous les deux, on remonterait une équipe. Et je lui dis à ce moment-là: j'ai mieux. En fait, je trouve que le masque d'auto-hypnose peut être un préparateur mental pour les sportives et les sportifs. Et ce que je te propose, c'est qu'on va prendre la technologie de votre masque et puis on va en faire le premier masque de préparation mentale connecté au monde avec une application dédiée qui va faire du profiling, qui va apprendre via l'intelligence augmentée à connaître les sportives et les sportifs, qui va leur proposer des choses particulières. Et en même temps, j'en suis à des centaines et des centaines de séances de coaching. Et à un moment donné, je remplissais des classeurs comme une espèce de psychopathe. Je notais toutes les séances et je dis à ma femme, à cette époque-là, je lui dis: je crois qu'il y a quelque chose qui se joue, il y a une espèce de récurrence dans la demande des sportifs, quel que soit leur niveau, quel que soit leur sport, leur expérience. J'ai l'impression qu'ils demandent à peu près toujours les mêmes choses. Et on passera une nuit avec Anne à,
à éplucher les statistiques et il en ressortira la méthode que j'ai inventée par la suite, qui est la méthode Mental Sport, du coup, du nom de la boîte, où je m'aperçois que tous les sportifs et les sportives de la planète que j'ai rencontrés ne demandent toujours que quatre choses. C'est de la motivation, de la concentration, gérer ses émotions, notamment le stress et la peur, et gérer la confiance et l'estime de soi. Et si en dessous de ces quatre piliers de la performance mentale, on arrive à les aider à gérer leurs espèces de mini-traumatismes de vie, les blessures, les deuils, les maladies, les choses qui les polluent, alors on leur permet d'être à 100% de leur potentiel. Et c'est comme ça qu'on en est venu, sur l'année et demie qui vient de s'écouler, à écrire énormément, remplir la bibliothèque de contenu de l'application Mental Sport, et que en janvier dernier, le masque Mental Sport est arrivé sur le marché et qui commence déjà à équiper des fédérations françaises qui partent aux Jeux Olympiques, des sportifs privés en France, aux États-Unis, en Australie, et que le produit qui est sorti il y a un mois et demi commence déjà à faire des émules et on est hyper fiers de ce qu'on arrive à proposer en termes d'autonomie pour les sportives et les sportifs de demain. Et puis, il y a une version aussi qui aide pas seulement les sportifs, qui aide aussi le commun des mortels au sommeil, à lutter contre le stress, les addictions. D'ailleurs, j'entends ma maman me dire tu devrais essayer pour la clope. Donc, d'ailleurs, je vais essayer, hein, David, on se voit bientôt pour ça. Enfin, tu n'aides pas que les sportifs. Oui, en fait, la bibliothèque du masque Hypnos, qui est dédiée au bien-être, elle sert à utiliser tout le panel bien-être, comme tu le disais. Il y a de la gestion du poids, il y a de la gestion des addictions, il y a la gestion des émotions, il y a la qualité du sommeil, il y a l'apprentissage des états de conscience modifiés. Et pour le sportif, bah, il y a quelque chose qui est plus axé sur la performance. Alors quand je dis sportif, c'est tous les niveaux, mais c'est aussi tous les gens qui sont dans la performance. Ça peut être des musiciens, ça peut être des artistes, ça peut être des dirigeants d'entreprise, ça peut être tous les gens qui ont besoin d'une exigence et de soft skills qui vont leur permettre d'être dans la performance, qu'elle soit physique ou décisionnelle ou attentionnelle. Et puis dans ce masque Mental Sport, il y a aussi tout un panel de gestion du sommeil parce qu'il permet de récupérer du jet lag. Il y a des micro-siestes programmées avec de la cohérence cardiaque. Il y a la gestion des addictions, du tabac. Et il y a tout un petit panel de choses qui sont ajoutées à ça. Et en fait, en fonction de votre profil initial, vous pouvez très bien choisir de partir sur le masque bien-être ou sur le masque Mental Sport. Alors, sans faire de pub, on peut trouver les masques notamment chez le mastodonte américain de la vente, dont le nom commence par un A et se termine par un N, et aussi sur ton Ça, c'est site. pour le bien-être. Ouais. Mais sur le masque Mental Sport ne se trouve pour l'instant que sur le site de mentalsport.fr et va bientôt arriver sur le mastodonte que tu évoques là. Et parallèlement à ce sublime projet, tu crées avec ta femme qui est formatrice en hypnose, Incognita, où tu t'occupes de la gestion de crise d'un autre genre, celle au sein des entreprises. Alors, quelle est la différence entre la négociation que tu as connue et la négociation aujourd'hui Est-ce que défendre les intérêts vitaux de la France et ceux d'une entreprise, c'est le même combat? Oui, dans la structure et dans le process, c'est exactement la même chose. Alors, ce qui se passe, c'est que du coup, à l'époque où je commence à avoir une assez bonne renommée dans le milieu du sport de haut niveau et notamment dans le saut d'obstacles, je rencontre des chefs d'entreprise. Et je rencontre beaucoup de chefs d'entreprise qui commencent à me demander de les coacher en personnel et qui me demandent de venir coacher leurs équipes, former leurs équipes, leur codir, leur top management. Et ça fait déjà plusieurs années à cette époque-là qu'avec Anne, ma femme, alors elle est formatrice en hypnose dans une grande école, elle forme en France et à l'étranger. Et en même temps, elle se forme à la thérapie stratégique et systémique, donc elle arrive à jouer d'influence sur les groupes. Alors ça part de la famille jusqu'à une boîte de 2000 personnes. C'est comment est-ce qu'on influe sur les relations interpersonnelles et comment on règle des problématiques managériales complexes dans des équipes. Et du coup, on échange. Des fois, je rentre le soir ou le matin et on me demande est-ce que tu as pensé à faire ça ou à dire ça avec tel preneur d'otage, tel forcené. Et moi, je lui dis, mais en cabinet, dans cette problématique-là, ou en coaching, est-ce que tu as pensé à dire ça à cette personne ou à ce couple? Et on s'aperçoit qu'en fait, on utilise les mêmes leviers, qu'on utilise parfois les mêmes dynamiques et que, au-delà d'utiliser les mêmes choses, on a un aspect complémentaire dans nos pratiques qui donne un spectre hyper large avec nos deux expertises.
Et on commence à réfléchir à monter une boîte et pendant des mois, on va écrire des programmes de formation, on va commencer à processer ou à mettre par écrit tout ce qu'on fait. Et c'est comme ça qu'Incognita naît dès que je pose ma retraite en février de 2020. On dépose les statuts d'Incognita dans la foulée et on commence à avoir des appels du privé pour nos champs d'action qui sont du coup la gestion et la communication de crise, la négociation opérationnelle. Et dans la négociation, il va y avoir, ça peut être une négociation salariale, ça peut être une négociation sociale, ça peut être une fusion-acquisition, ça peut être une négociation personnelle. Il peut y avoir plein de types de négociations. On va faire du profiling aussi. On a quasiment une dizaine de grilles d'analyse de profils de personnalité pour aider les cabinets RH ou les chasseurs de tête à sélectionner des gens ou à faire fitter des gens dans des postes dans leur boîte dans lesquels ils sont plus ou moins bien. Et on a une activité qui est la spécialité de Anne, la systémique, c'est-à-dire qu'on va venir regarder un petit peu les équipes et les systèmes pour les faire fonctionner mieux quand c'est bloqué ou quand il y a une problématique nécrosée dans une équipe. Et le dernier truc un peu atypique qu'on a dans notre boîte, c'est qu'on gère du blackmail and ransomware. Alors, c'est quoi ces mots barbares? C'est tout ce qui est chantage à la personne, à la société, et tout ce qui est attaque de cybersécurité. C'est-à-dire que quand votre boîte est bloquée, tous les ordinateurs sont bloqués, quand on vous demande une rançon, bien souvent en Bitcoin, vous devez négocier avec des hackers qui sont de l'autre bout de l'ordinateur. Et l'idée, c'est d'arriver à créer une négociation tout en maintenant une activité professionnelle de la société. Et ça, c'est une des cordes de notre arc qui est en train de monter en puissance ces derniers temps. C'est dans l'année ou dans les 2 années à venir, c'est la problématique financière qui touchera le plus les entreprises françaises, sachant que le nombre d'attaques a été multiplié par 4 sur le territoire national entre 2020 et 2021 jusqu'à présent. Donc ça doit être assez calme, hein, non, chez vous, parce qu'entre un ex-négociateur et une spécialiste de l'hypnose, on ne doit pas beaucoup s'engueuler? Oui et non. Disons que on reste un couple, on reste un couple normal, et effectivement, il y a toujours dans un couple des moments de friction, de distension. Ce qui change, c'est le niveau des échanges, j'imagine. Quand je pense à ce qui se passait dans ma vie il y a 10 ou 15 ans, j'avais pas du tout les mêmes discours, les mêmes regards, les mêmes stratégies de communication. Et effectivement, c'est souvent ce que nous demandent les gens quand on est en formation ou en intervention. Ils nous disent ça doit être un peu rock'n'roll ou un peu Far West à la maison. Et pour autant, il y a cette ambivalence. On sait jusqu'où ça peut aller monter, et en même temps, comme on le sait, la plupart du temps, on relativise et on arrive à passer à côté de certains conflits. Bon, David, je pourrais égoïstement encore passer des heures, mais littéralement des heures à te poser des questions, mais je vais quand même laisser un peu la place aux personnes qui sont dans l'audience et qui ont été très patientes et qui souhaiteraient te poser des questions. Donc, si vous voulez monter on stage, levez la main pour que je puisse vous faire monter. Et le temps de laisser les gens monter on stage, je voulais te poser une petite question. Tu es papa de 6 enfants. Alors, je ne sais pas si c'est ce qui m'impressionne le plus finalement, c'est ton parcours ou le nombre de tes enfants. Est-ce que tu les dissuades de passer, de suivre tes pas? Pendant longtemps, je leur ai pas trop raconté grand-chose. Je crois que ça fait à peu près, pour les plus grands, 3-4 ans qu'ils se rendent compte de ce qui s'est passé sur ces 10-12 dernières années. Je les dissuade pas forcément, et en même temps, je les encourage pas non plus. Et mon aîné a envie de faire ça, et je passe énormément de temps plutôt à lui raconter des histoires et à lui expliquer ce à quoi potentiellement il faut s'attendre, plutôt qu'à lui dire vas-y, on n'y va pas. Ça ne m'appartient pas, ça n'est pas ma vie, c'est la sienne, et je l'encouragerai quoi qu'il choisisse de faire, lui et les autres, et c'est plutôt l'idée, de laisser de l'ouverture d'esprit et du choix. Merci beaucoup David, merci pour ces échanges passionnants et enrichissants. Merci à tous d'avoir été présents. N'hésitez pas à suivre les personnes on stage et autour de vous. L'essence même de Clubhouse, c'est l'échange et la collaboration. Vous pourrez retrouver l'actualité des rooms organisés par David via son club Négociation et Influence. Vous pourrez retrouver le replay de l'interview grâce au lien qui se trouve dans le descriptif du club Inside Clubhouse with Lola. Il vous suffit de cliquer sur la petite maison verte au-dessus du titre. Merci David, merci beaucoup. Merci à toi Lola pour ce moment de partage. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents. Merci d'être venus poser des questions. C'était canon, et j'espère pouvoir vous retrouver à d'autres moments sur Clubhouse ou sur d'autres réseaux. Allez, belle journée à tous.